Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Emmanuel Noubissi-Ngankam, à qui il a été confié la délicate responsabilité d'assurer la modération de notre séminaire virtuel. Je voudrais remercier les cabinets Obif Solutions et Interactive, organisateurs de la présente rencontre qui porte sur les lois de 2017 relatives à la réforme des entreprises et des établissements publics au Cameroun. Comme vous le savez, les établissements publics ont de tout temps été au cœur des politiques de développement économique et social du Cameroun. Si nous prenons pour repère la cession de notre pays à la souveraineté nationale, nous constaterons que les politiques publiques ont été de manière constante, marquées entre autres par la volonté affirmée de faire de l'État du Cameroun un État entrepreneur. Outre les missions de développement et d'aménagement de territoire dans les secteurs non marchands, la volonté affirmée et affichée des gouvernants de pallier à l'inexistence d'un secteur privé fort a justifié l'investissement des ressources publiques dans la sphère industrielle et commerciale, avec notamment la création de la Société nationale des investissements, SNI, en 1963. Depuis lors, le monde a évolué, le Cameroun avec. La crise du milieu des années 80 a sonné le tocsin, mettant à nu certaines carences structurelles que l'État avait le devoir de corriger à défaut d'y être contraint par les partenaires financiers et techniques. Au fil des années, le problème des fonds ont été abordés, je dirais plutôt effleurés, sans pour autant que des réponses pertinentes ne soient apportées, notamment en ce qui concerne la performance et la gestion des entreprises publiques, la relation financière entre l'État et les entreprises publiques, les risques budgétaires liés aux entreprises publiques, les risques systémiques de l'ensemble de l'économie liés aux entreprises publiques, l'impact des entreprises publiques sur le développement du secteur privé et j'en passe. Il fallait arrêter la saignée et dégraisser le mammouth, comme dirait l'autre. Mais l'État y est allé comme à pas forcé et les diverses mesures et réformes mises en œuvre n'ont pas toujours produit des résultats escomptés. L'évolution velléitaire du cadre institutionnel pour la gouvernance et la surveillance des entreprises publiques est une illustration parfaite de ce qui peut confiner à des hoquets d'un État hésitant face à un problème dont la prégnance s'amplifie chaque jour davantage. Je ne m'attarderai pas sur le décret du 3 juin 1986 créant la mission de réhabilitation des entreprises du secteur public, le décret du 4 janvier 1989 élargissant les attributions de la mission de réhabilitation des entreprises publiques en y introduisant la mise en œuvre du programme de privatisation. Je ne m'attarderai pas sur le décret du 3 janvier 1986 créant la mission de réhabilitation des entreprises publiques du secteur public, le décret du 4 janvier 1989 élargissant les attributions de la mission de réhabilitation des entreprises publiques en y introduisant la mise en œuvre du programme de privatisation, la loi du 29 décembre 1989 sur le régime de privatisation des entreprises publiques, l'ordonnance du 22 juin 1989 relative à la privatisation des entreprises publiques, le décret du 29 mars 1995 portant réorganisation de la mission de réhabilitation des entreprises publiques, l'ordonnance du 17 août 1995 portant statut général des entreprises publiques, le décret du 3 janvier 1997 qui consacre la commission technique de privatisation et la commission technique de réhabilitation, la loi du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics. À côté du cadre institutionnel purement national, il ne serait pas superflu de relever l'émission peut-être vertueuse des partenaires techniques et financiers, notamment le très instructif rapport du Fonds monétaire international de juin 2021, intitulé « Renforcer la surveillance
la gouvernance et la maîtrise des risques budgétaires dans la gestion des entreprises publiques au Cameroun. Comme vous pouvez l'imaginer, mesdames et messieurs, le sujet est non seulement vaste et tentaculaire, mais il est d'une brûlante actualité au regard de la situation économique dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui. Au-delà de toutes les tentacules du sujet, le plat de résistance de notre rencontre sera constitué exclusivement des lois 010 et 011 du 12 juin 2017 portant sur les établissements et les entreprises publiques au Cameroun, loi qui constitue certes une avancée, mais dont l'application souffre encore de quelques bégaiements qui peuvent être efficacement contenus, comme nous le montreront dans quelques instants nos trois panélistes dans l'ordre d'intervention suivant. Le professeur Viviane Ondwa-Biwele, promotrice du cabinet Obiv Solutions et de la plateforme de formation en ligne Ufunde, nous entretiendra sur les défis de la mise en œuvre de la réforme des entreprises publiques au Cameroun. Après le professeur Biwele, le docteur Raphaël Ateba, universitaire, expert en droit public, quant à lui, s'appréciera sur les questions de droit inhérents à l'application de la loi de 2017 et les 10 astuces qui peuvent permettre une meilleure compréhension et l'efficacité de la mise en œuvre de la dite loi. Ces deux premières présentations, qui dureront 15 minutes au maximum chacune, seront suivies d'une courte séance de débat d'une dizaine de minutes. Ensuite, nous aurons l'intervention du praticien, M. Alain-Olivier Mekoulouvodo, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun, qui a bien voulu partager avec nous son expérience et son expertise dans la mise en œuvre de la loi de 2017. Cette intervention sera suivie d'une seconde séance de débat. Au regard de la contrainte de temps, c'est-à-dire 1h30, je prierai les panélistes de ne pas dépasser la durée de la présentation convenue et les participants à qui la parole sera donnée d'être extrêmement concis. Relever que le cabinet interactif qui a conçu et mis en œuvre les aspects techniques et logistiques de cette rencontre a prévu une interactivité sans jeu de mots permettant aux participants de poser des questions sur le fil de la conversation. Ces questions seront ensuite soit lues, soit transmises aux participants et aux panélistes. Sans plus tarder, je voudrais inviter le professeur Viviane Ondwa à prendre la parole pour sa présentation. Il faut dire que la plateforme est mise en œuvre dans un environnement qui est marqué par la contraction des budgets de formation dans les entreprises. Donc, l'un des objectifs de la plateforme, c'est de mettre à la disposition des entreprises des formations à coût réduit, bien évidemment des formations de qualité, dont les questions en réalité de mettre à la disposition de l'ensemble des entreprises et même des individus qui le souhaitent, des formations de qualité au moindre coût. Bien évidemment, nous savons que lorsque nous parlons des formations en ligne, il s'agit dans un premier temps aussi de démystifier le management. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes de management observés dans les entreprises. Dans tous les cas, les défis que nous allons présenter l'attestent. Et la plateforme permet justement d'adresser cette question. Essentiellement, également, la plateforme permet d'avoir un accès, où qu'on soit, un accès justement aux formations, aux formations basiquement, la visibilité de la plateforme déjà disponible en ligne, de plateforme de formation en ligne, essentiellement consacrée aux gestionnaires publics et bien évidemment aux gestionnaires privés. Donc, il est question pour nous ici de mettre à la disposition du public des formations en ligne accessibles à tous. Alors, ce qu'il faut rappeler lorsque l'on entre dans la plateforme, c'est que ce sont des contenus éducatifs qui sont proposés, l'objectif étant d'acquérir des compétences et de renforcer le potentiel des cadres, d'adapter également les qualifications parce que nous savons très bien qu'il y a une différence entre être formé et avoir été formé. Donc, cette adaptation peut être permanente également l'un des objectifs de la plateforme.
L'objectif est également d'entretenir et d'améliorer les connaissances justement dans la durée. Alors, une fois qu'on l'a dit, vous allez retrouver dans la plateforme tous les contenus ou tous les outils que vous avez souvent présentiels. Pour chaque formation, vous avez un syllabus. Pour chaque formation, vous avez une ou des vidéos. La vidéo accompagne la formation de manière explicative. Nous avons un support de cours, mais surtout à la fin, nous avons un test que vous devez passer et à l'issue duquel, si le test est concluant, vous avez une attestation qui est également générée automatiquement. Pour nous, c'est effectivement un outil qui permet on peut dire une formation, une formation libre à votre convenance, mais à une attestation de réussite. Voilà, le temps me permet, sauf s'il veut reprendre la parole, je vais donc présenter les 10 défis qui seront ensuite suivis des 10 astuces, notamment de la réforme de 2017, ce qu'on a appelé la réforme de 2017, consacrée ici par les deux lois 010 et 011 du 12 juillet 2017. Alors, il est question pour moi ici de rappeler une synthèse justement de cette réforme-là qui permet de rappeler quelles sont les préoccupations que nous avons observées. Et ces préoccupations peuvent être condensées en 10 points. Il me revient à moi ici de rappeler les 10 points et mon collègue Ateba va certainement revenir sur les astuces. Alors, moi, ce qui me préoccupe, c'est de regarder la réforme un peu comme dans un rétroviseur et d'identifier 5 ans après les difficultés, j'ai envie de dire même les controverses qui ont été observées ici et là. Et ces difficultés sont présentées sous forme de 10 problématiques que je vais vous rappeler. Alors, la première préoccupation, c'est l'effectivité de la réforme. On s'est rendu compte comme premier défi qu'on a eu une disponibilité très tardive de l'ensemble des textes de la réforme. Rappelez-vous, les premiers textes interviennent le 12 juillet 2017. Il faudra attendre 2 ans, en 2019, pour qu'on ait les textes d'application. Mais bien plus encore, il faudra attendre 2020 pour qu'on ait une circulaire qui permette de présenter le classement des entreprises. Donc, globalement, on peut dire qu'on a pris 3 ans pour avoir les principaux textes de la réforme. Ce qu'il faut également dire, si on veut, un défi qu'on peut relever ici, c'est la question des incompatibilités. Ça, c'est une question importante. Et on a effectivement observé que nous avons un ensemble d'incompatibilités qui ne sont pas véritablement respectées. On peut expliquer qu'il y a un chevauchement entre les différentes lois et notamment avec l'exposition OHADA. Mais on observe quand même que la loi exige qu'il n'y ait pas de cumul de fonctions entre les postes de DG et de PCA. Mais rappelez-vous, lorsque vous regardez l'environnement, au niveau du port autonome de Kribi, nous avons le PCA du port autonome de Kribi qui est également directeur général de la SONARA. Pareil également en ce qui concerne l'ANAFOR, nous avons le PCA de l'ANAFOR qui est directeur général de la SODEPA. Oui, vous allez me dire que ce sont des entreprises publiques et que dans le cadre des dispositions OHADA, les dirigeants ont la possibilité de cumuler ces postes jusqu'à... Dans les lois de 2017, ça semble être prohibé. Donc, on a l'impression que lorsque l'État veut ou lorsque ça arrange l'État, on peut avoir des cumuls ou pas du tout. Mais rappelons-nous également de l'une des incompatibilités qui a fait l'objet de plusieurs débats lorsqu'on a nommé Madame le président du conseil d'administration de l'Université de Yaoundé 1. Et ce qu'on nous avait présenté à l'époque, c'est que les universités bénéficient d'un statut spécial. Soit. Mais toujours est-il que dans l'esprit du législateur, il semble que ces incompatibilités étaient des incompatibilités observées. Donc, c'est un autre défi qu'il convient effectivement de mettre sur la table. Le quatrième défi qu'on peut également mettre sur la table, c'est la difficile question de la qualité des ressources humaines des acteurs des organes sociaux. On a effectivement observé qu'il y avait quelques difficultés, ou tout au moins que les ressources humaines qui étaient invitées à occuper des postes d'administrateurs et même de président du conseil d'administration n'avaient pas toujours les compétences, soit pour lire les états financiers, soit pour analyser les comptes. Et donc, il se pose la question de leur
de leur qualité. Mais beaucoup plus aussi, si nous passons à l'astuce 5, il se pose aussi la question de l'évaluation des dirigeants. Jusqu'à présent, on a laissé la liberté au conseil d'administration d'identifier les critères d'évaluation des dirigeants, mais il n'apparaît pas de manière claire lorsqu'on lit les rapports de performance, il n'apparaît pas de manière claire les différents critères qui sont utilisés pour évaluer les dirigeants. Sixième défi, c'est la question de la gestion stratégique du portefeuille de l'État. Je pense que là aussi, il y a un enjeu important. Il semble ne pas avoir une gestion stratégique actualisée et claire du portefeuille de l'État, si tant il est vrai que l'État reste actionnaire, au moins pour ceux qui nous intéressent, actionnaire majoritaire. Il ne semble pas avoir de véritable cohérence dans les objectifs poursuivis au sein de ces différentes administrations. Je vais prendre quelques exemples. Comment pouvons-nous imaginer, par exemple, que nous ayons des entreprises qui soient sur liquide, comme la Caisse nationale de prévoyance sociale, et qu'à côté, si je prends le cas du BUCRED, qu'on ait des entreprises qui peinent justement à réaliser leurs activités principales. On peut également interroger la présence de certaines structures qui sont considérées comme inexistantes. Je prends le cas du FOGAP, alors que dans la réalité, on a encore déposé leur bilan. Donc, finalement, on se rend compte que dans l'opacité, aussi bien en ce qui concerne les objectifs ou la mutualisation également. Très bien. Alors, je résumais les 10 défis. Le premier défi, c'est la disponibilité tardive des principaux textes qui accompagnent la réforme. Le deuxième, la lente disponibilité des outils au sein des entreprises, des outils de performance. La question des incompatibilités, le troisième défi. Le quatrième, la difficile question de la qualité des ressources humaines, parce qu'on sait que c'est par décret présidentiel, parfois par discrétion, que les acteurs sociaux sont désignés, pas toujours sur la base de leurs compétences. Cinquième défi, la question de l'évaluation des dirigeants. Le sixième, la gestion stratégique du portefeuille. Le septième, la question de la cohérence du pilotage. Le huitième, le sort des outils de gouvernance. Le neuvième, l'entorse aux dispositions légales, j'ai envie de dire la violation de certaines dispositions légales. Et le dixième, l'urgence de redéfinir la relation tutélaire. Voilà, monsieur le modérateur, ce qu'on peut dire en termes de défis, les 10 défis que nous avons observés dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des entités publiques. Merci, professeur Biwele. Sans plus tarder, je voudrais inviter le docteur Raphaël Ateba pour qu'il nous fasse sa présentation sur les aspects de droit, les astuces permettant de comprendre et d'agir efficacement dans l'urgence. Oui. Le docteur Ateba a quelques problèmes de connexion. Il va être avec nous dans un instant. Bonjour, c'est... Je suis en réunion. Quelques problèmes techniques de connexion. Non, il faut la fermer. Je rappelle que le docteur Ateba devra nous entretenir sur les aspects de droit et les astuces permettant une meilleure compréhension des deux lois de 2017. Docteur Ateba, vous avez la parole. Très bien. J'attends qu'il apporte le modérateur, monsieur Emmanuel Noubissier. Je voudrais, dans la foulée de ces remerciements également, avoir un mot pour ma collègue aînée. Oui, il faut qu'il arrive. Sœur Biwele, qui a bien voulu m'associer à cette activité. Je la salue, tout comme je salue monsieur le directeur général de la CNPS ainsi que l'ensemble de nos invités en ligne. Alors, l'objet de ce webinaire nous replonge dans la réforme du cadre juridique des entreprises et établissements publics, réforme majeure intervenue donc en 2017. Réforme qui a vu l'adoption des deux lois 2017-010, 2017-011, qui sont venues se substituer à la loi 82-19 régissant antérieurement les EEP, pour parler un peu rapidement. Il me revient la charge, à partir d'un point de vue essentiellement juridique, qui sera
mis tout à l'heure à l'épreuve du regard acéré d'un homme de terrain pétri d'expérience en la personne de Monsieur le directeur général. Il me revient donc de proposer quelques éléments de compréhension et astuces pour l'action en réponse aux 10 défis essentiels que le professeur Ondoa Bivolé-A, avec sa sagacité qu'on lui connaît, parfaitement mis en exergue. Peut-être qu'avant d'y venir, et pour bien planter le cadre de compréhension de ces textes, un petit détour rapide sur la subvenance même de la réforme peut s'avérer nécessaire parce qu'elle est le produit d'un prétexte, d'un contexte qui a abouti finalement aux 2 textes dont nous parlons ce matin. Le prétexte, c'est la révision de la loi numéro 99/06 du 22 décembre 1999 qui présentait un certain nombre de défauts génétiques. D'abord, du point de vue structurel, c'était un texte unique, mais qui visait à saisir 5 catégories d'entités extrêmement diverses dans leur nature, que sont les EPIC, les EPA, les sociétés à capital public, mais également les sociétés d'économie mixte, y compris à actionnariat public minoritaire. La loi perdait donc en clarté, en lisibilité et en cohérence interne, ce qui était encore compliqué par le fait que son adéquation ou son arrimage au droit OHADA posait question. Le contexte ensuite de ces textes, c'est la réforme de la constitution financière de l'État du Cameroun avec en point d'orgue la pénétration de la gestion axée sur les résultats dans le champ de l'action publique et la logique de performance. C'est cette logique qui est au cœur des lois de 2017, mais c'est cette logique qui aujourd'hui, à l'épreuve de leur mise en œuvre, confronte ces lois à des défis considérables sur lesquels je voudrais m'exprimer donc rapidement à la suite du professeur Ondoa. Premier défi, la disponibilité tardive des textes de la réforme. Sur ce point, je voudrais simplement préciser d'abord quelques clés de compréhension de cette tardivité. C'est l'élaboration ou le fait que l'élaboration d'une codification générale du droit applicable aux EEP est une tâche extrêmement ardue. À ce point d'ailleurs que pour prendre un exemple qui revient souvent dans notre environnement parenté historique oblige, en France, toutes les tentatives effectuées dans ce sens depuis la Deuxième Guerre mondiale se sont soldées par un échec. Il n'y a pas de code général ou de statut général des entreprises publiques dans ce pays-là. Il y avait donc une difficulté à la fois pour les législateurs, mais également pour le pouvoir réglementaire d'application à produire l'ensemble des textes liés à la mise en œuvre de cette réforme en raison de la quantité, le nombre, mais également de la diversité et donc de l'élément de complexité lié à cette diversité des EEP. Pas de son, pas de son. Il est heureux que le législateur ait fixé un délai pour éviter une neutralisation de la réforme par une éventuelle inertie des pouvoirs publics, même si à l'avenir, c'est peut-être l'astuce, il faudra que le dit délai tienne compte des contraintes systémiques liées au fonctionnement de notre système d'administration publique. Ensuite, je voudrais rapidement aborder la question, le défi 2 sur la lente disponibilité des outils de gestion de la réforme au sein des EEP. Ces outils, plans stratégiques, budget, programme, règlement intérieur des conseils d'administration, etc., constituent pour ces entités une obligation légale. Et il revient, conformément à l'article 3.2 du décret d'application des lois de 2017, aux instances de tutelle, notamment techniques, qui sont chargées d'assurer un suivi actif de la performance des EEP, de veiller à l'opérationnalisation de ces outils de gestion-là. C'est une charge importante qui doit être mise en œuvre. Le défi 3, la question des incompatibilités. Je voudrais là-dessus m'arrêter sur 3 aspects. Le régime des incompatibilités pose problème à l'épreuve de la pratique, notamment en ce qui concerne les fonctions de président de conseil d'administration et de membre du gouvernement, ce qui aboutit à une situation dans laquelle un membre de gouvernement exerçant la tutelle technique sur une entité peut en même temps être président du conseil d'administration de la dite entité. Cette situation est prévue par la loi et donc ce n'est pas à ce niveau un problème de légalité, mais plutôt de pertinence de la solution choisie par le législateur, car elle aboutit quand même à un fâcheux mélange des rôles et peut-être repose sur une distinction pas suffisamment précise au plan conceptuel entre l'État tuteur et l'État entrepreneur.
Deuxième aspect d'incompatibilité, la question a été abordée par le professeur Ondoa tout à l'heure. La problématique des rapports entre la fonction de magistrat et celle de président du conseil d'administration, notamment le cas dans lequel le problème s'est posé, celui des institutions universitaires. À ce niveau, il est certain que la loi de 2001 d'orientation de l'enseignement supérieur autorise les universités à fonctionner selon un mode dérogatoire à la loi ou à la législation sur les entreprises publiques. Cependant, concernant spécifiquement la question des incompatibilités, et c'est le point qui me paraît important à retenir ici, au sein de l'application des lois, si la loi spéciale peut déroger à la loi générale, la loi spéciale étant ici la loi 2001 d'orientation de l'enseignement supérieur, il faut encore pour cela qu'elle fixe un régime juridique sur le point concerné. Or, le corpus applicable aux universités ne statue pas sur les incompatibilités. Dans ces conditions-là, la loi générale, ici les textes de 2017, vont s'appliquer de manière supplétive, pour dire les choses simplement et un peu rapidement, pour les entités soumises à une législation spéciale. Chaque fois que cette législation comporte effectivement un régime dérogatoire, c'est ce régime qui s'impose. Mais si la législation spéciale ne comporte pas de régime dérogatoire sur le problème posé, les dispositions des lois de 2017 s'appliquent pleinement de manière supplétive. Ensuite, défi 4, la question de la gestion, la question de la qualité des ressources humaines au sein des organes sociaux des EEP. La question est difficile. Les organes en question sont désignés par décret du président de la République. On aurait pu imaginer une situation dans laquelle la loi précise les critères à remplir par les 10 organes sociaux et ces critères s'imposeraient donc au chef de l'État et permettraient d'avoir un résultat plus qualitatif. La difficulté, c'est que le législateur de 2017 a simplement prévu que ces organes sont nommés en fonction de leur qualité et de leurs compétences, s'agissant par exemple des administrateurs, articles 58 et 77, respectivement des lois 2017-010 et 011. D'où il résulte alors un large pouvoir d'appréciation du chef de l'État quant aux critères suivant lesquels il apprécie et évalue la dite compétence au moment de l'exercice de son pouvoir de nomination. À partir de là, deux possibilités peuvent être envisagées en termes d'astuces pour faire évoluer la pratique. La première possibilité, c'est la constitution d'un véritable corps de professionnels administrateurs des organes dirigeants d'EEP. Cela supposerait quand même un substrat réglementaire pour la constitution du dit corps et ensuite la mise en œuvre de ces règles pratiques par le chef de l'État au moment de nommer. En attendant un tel avènement, on peut aussi envisager simplement une plus grande insistance sur la formation, le recyclage continu des organes et des dirigeants des EEP, à la fois à l'initiative des tutelles techniques et financières, le ministère des Finances, mais également des directions générales des dites structures. La plateforme au fondé qu'a présentée tout à l'heure la professeure Ondoa, Viviane, vise précisément à répondre à ce type de besoin. Alors, la question de l'évaluation des dirigeants et de la performance des entités publiques, elle n'est pas clarifiée, c'est vrai. Il faut dire qu'à ce propos, la toute récente circulaire du 5 juillet 2022 sur les contrats de performance entre l'État et les établissements et entreprises publiques a indiqué un choix qui est en train d'être fait par l'État, un choix de la contractualisation du cadre de gestion de la performance et de l'évaluation des performances à travers le contrat de performance. L'intérêt de cette démarche, c'est d'associer les EEP à l'élaboration des indicateurs sur la base desquels ils seront évalués, ce qui contribue donc à susciter en amont une adhésion qui va faciliter en aval la reddition des comptes et éventuellement les sanctions ou simplement les conséquences qui vont être tirées d'un défaut de performance éventuel au regard des 10 critères. Il s'agit donc pour les EEP de prendre leurs responsabilités à travers l'instrument ou l'outil que constitue le contrat de performance pour travailler avec la tutelle de manière participative à l'élaboration de ces indicateurs et à la mise en œuvre de cette évaluation. Mais évidemment, défi 6, tout cela ne peut se faire en dehors du cadre de gestion stratégique du portefeuille de l'État, cadre qui, malheureusement, en l'état actuel des choses, présente un certain nombre de difficultés liées à la pléthore des instances intervenantes,
à la difficulté de coordination entre elles et à la gestion rendue encore plus ardue de l'information, notamment financière, en provenance des EEP. À ce propos, il aurait été intéressant que la consultation lancée par la CTR en juin dernier pour le recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration de la politique actionnariale de l'État ait été menée à terme. Ça aurait été l'occasion peut-être d'une clarification en la matière. Cette initiative n'a pas prospéré, mais elle suggère quand même que la préoccupation est désormais bien saisie et il faut absolument que cette direction soit approfondie de manière à aboutir à l'élaboration d'un cadre non pas seulement politique, mais surtout organique de gestion à la fois du portefeuille en termes d'entité, mais également du portefeuille des actions et participations de l'État dans les entreprises publiques. Les défis 7 et 8 qui sont très proches et qui posent le problème de la cohérence dans le pilotage de la réforme, le sort des outils de gouvernance dans un environnement fortement bureaucratisé. À ce propos, on revient un tout petit peu sur la question qui vient d'être traitée et qui concerne la manière d'articuler entre les structures internes du ministère des Finances, la CTR, la DPC, Direction des participations et des contributions, d'une part, d'autre part, des instances autonomes comme la SNI, la meilleure manière d'articuler ce dispositif autour de la performance à partir de critères de lisibilité et de clarté de l'action et des options de l'État en matière de gestion de ses participations. On peut très bien imaginer un choix clair entre une option centralisatrice qui maintient la responsabilité centrale au niveau du ministère des Finances, moyennant une clarification du positionnement et de l'autonomie de la CTR, ou alors une option décentralisatrice avec la création d'un organisme autonome qui pourrait d'ailleurs, pour le coup, être directement rattaché au niveau primo-ministériel en vue de faciliter la coordination des politiques, puisque les problématiques liées aux EEP sont le plus souvent d'ordre transversal et multisectoriel. À défaut, on peut également réformer la SNI pour en faire cette forme d'agence de participation de l'État version camerounaise. Ces options-là doivent être considérées et mises en lien avec notre contexte spécifique. J'en viens alors au défi 9 qui concerne l'entorse aux dispositions légales. 3 entorses majeures ont été mises en exergue par le professeur Ondoa à l'instant. La première, c'est la durée du mandat des DG-DGA, des PCA ainsi que celle des administrateurs. Évidemment, la question est parfaitement problématique, s'aggrave du fait que la durée des mandats doit être sanctionnée par un acte du chef de l'État et que diverses opinions estiment qu'en la matière, le président de la République, dans ses fonctions d'autorité supérieure de l'appareil administratif, ne saurait être contraint dans sa décision. Alors, en la matière, peut-être que quelques précisions s'imposent qui peuvent servir comme astuces dans la pratique. La première précision, c'est que en matière d'application des lois dans le temps, le point de référence dans l'ordre positif, c'est l'article 2 du Code civil, qui en réalité ne concerne pas que les rapports entre personnes civiles, mais à valeur véritablement de principe général du droit. La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. C'est pour dire que la loi de 2017, les lois de 2017, lors de leur entrée en vigueur, n'ont pas effacé les effets de la loi de 1999 qui ont pu survivre à l'abrogation de la loi de 1999. Il y a donc en l'occurrence une survie des dispositions de la loi ancienne en ce qui concerne les statuts subjectifs, c'est-à-dire les personnes bénéficiant d'un texte leur donnant des droits subjectifs, notamment les personnes nommées. Seulement, une fois qu'on l'a dit, ces mandats, dès lors qu'ils étaient issus, disparaissaient en même temps que les effets de la loi de 1999, ce qui nécessitait donc une réinvestiture des 10 organes à travers un texte de nomination permettant donc de basculer l'exercice de leur mandat dans le régime de la loi nouvelle avec en quelque sorte une remise à zéro des compteurs liés au décompte de leur durée d'exercice. Cette remise à zéro nécessite un nouvel acte formel d'investiture en dehors duquel les 10 organes ayant vu leur mandat échu sous l'empire de la loi ancienne ont perdu leur habilitation juridique à exercer. Deuxième problématique qui est celle de la place et la valeur des instructions de la présidente de la République dans l'arsenal juridique des EEP. Nous y reviendrons tout à l'heure avec le point 10 qui est un peu le terminal parce qu'elle touche cette question à la problématique de la tutelle.
La question du respect de l'équilibre régional du genre et des textes sur le handicap, eh bien, ces notions, ces concepts constituent aujourd'hui des impératifs, à la fois en vertu des lois nationales, notamment la loi sur la protection des personnes handicapées, les conventions internationales, notamment celles concernant la promotion de la femme et du genre dans les administrations publiques, et également dans la réglementation infralégislative pour ce qui est de la problématique de l'équilibre régional. D'ailleurs, à ce propos, l'article 25.1 du décret de 2019 d'application des lois de 2017 précise bien que le directeur général dans chaque EEP doit observer autant que faire se peut les principes d'équilibre régional dans les recrutements. Il s'agit donc d'une norme de source réglementaire qui s'impose à ces instances-là et qui a été rappelée par le secrétaire général de la présidence de la République dans sa correspondance récente sur la rationalisation de la gestion des ressources humaines dans les établissements publics. Maintenant, évidemment, la prise en compte, autant que faire se peut, ça reste quand même une disposition assez lâche dans son contenu qui laisse une très grande marge d'appréciation aux directions générales des EEP. Et cette marge d'appréciation doit évidemment être régulée. Mais il va de soi que cette régulation sera d'autant plus facilitée que les textes en eux-mêmes fixeront des obligations suffisamment précises, permettant donc d'évaluer l'écart ou la marge entre l'application du texte et l'indication qui a été faite par l'autorité réglementaire. Enfin, le dernier défi, tout dernier pour finir, qui est celui de la relation tutélaire. Il y a à ce niveau une contradiction dans les textes. D'une part, le principe de la non-émission de la tutelle dans la gestion quotidienne des EEP qui est affirmé de façon fort explicite à l'article 3.2 du décret 2019 d'application des lois de 2017, mais de l'autre côté, un agencement de la tutelle qui permet sa projection directement au sein des organes même des EEP à travers les administrateurs dits représentants des tutelles au sein des conseils d'administration. Ce qu'on voit derrière, c'est une sorte d'hésitation de notre législateur sur le modèle de régulation des EEP à adopter et la manière d'articuler les différents visages de l'État interventionniste entre l'État tuteur, en charge de la définition des politiques publiques et de la régulation, l'État actionnaire, plus intéressé par la gestion de son portefeuille de participation, sa rentabilité économique et financière, et puis l'État entrepreneur incarné par les entreprises publiques. La spécification claire de ces fonctions, leur structuration organique et la claire délimitation du périmètre d'action des organes appelés à les incarner constituent probablement le défi essentiel aujourd'hui et celui qui doit être relevé pour que s'opère la redynamisation du secteur parapublic comme levier parmi les plus déterminants dans la perspective de l'émergence économique du Cameroun. Je vous remercie pour votre aimable attention à tous. Monsieur le modérateur, merci pour la parole donnée. Docteur Ateba, mesdames et messieurs, nous allons ouvrir le débat après la présentation des défis de la mise en œuvre de la réforme des entreprises publiques par le professeur Biwele. Nous avons suivi le docteur Ateba qui nous a entretenu sur les aspects de droit relatifs à chacun des 10 défis. Donc, le débat est ouvert. Nous aurons pour cela une dizaine de minutes. Donc, la question, je vois, il y a un certain nombre de mains levées. Je vous prierai à chaque fois que la parole vous sera donnée d'être extrêmement précis et concis, étant donné que nous avons des contraintes de temps. Alors, je passerai la parole à Monsieur Ulrich Ovono. Monsieur Ovono, vous avez la parole. S'il vous plaît, soyez extrêmement concis. Alors, je vous remercie pour le webinaire. Je vous remercie pour la qualité des interventions. Son micro est... Votre micro est fermé, monsieur Ovono, nous attendons. Votre micro est fermé, monsieur Ovono, nous attendons. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, ça va mieux. Allez-y, s'il vous plaît. Ça va mieux. Allez-y, s'il vous plaît. Très précis. J'avoue que les contraintes de temps nous demandent d'avoir un débat de fond
sur une question sur laquelle, avec le professeur Biolé, nous avons de grandes divergences d'opinion. Je voulais intervenir à la fois sur CTR, mais également sur la question du dirigeant. Je vais me focaliser uniquement sur la question du mandat des dirigeants, espérant pouvoir avoir le temps plus tard de discuter du CTR, de son encadrement et surtout de l'entrée et de la sortie des entreprises dans la réhabilitation, parce qu'on a le sentiment qu'elles y entrent et s'y éternisent. Je vais donc rester sur la question de l'encadrement légal. Le docteur Teba, vous avez dit que vous évoquez une expression qui m'a légèrement fait. Vous avez parlé de survie. En parlant de, vous avez évoqué d'abord dans un premier temps le principe qui est connu, c'est que la loi, elle dispose pour l'avenir. Et puis vous avez dit qu'il y avait une survivance de la loi de 99, même après l'intervention de la loi de 2017. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez dit. Peut-être que je l'ai mal noté. Monsieur Ouna, allez-y. Okay. Alors, en ce qui me concerne, je pense que la loi est un tout. La loi est un tout. Ce sont les dispositions générales, ce sont les dispositions finales. Les dispositions finales des lois de 2017 sont assez claires, en ce qu'elles disposent qu'il y a une abrogation des normes antérieures qui interviennent dans le même champ. En réalité, on a une loi qui est projetée sur l'avenir et qui a abrogé les dispositions de la loi de 99. Maintenant, vous indiquez qu'il aurait fallu prendre des actes de nomination dès l'intervention de la loi pour faire stopper les mandats déjà en cours, en vertu de cette disposition qui disait que dans tous les cas, il faudrait que le mandat fasse 9 ans. Je suis extrêmement désolé, j'ai une opinion divergente avec vous sur le sujet. La question, elle est assez simple. Lorsque les lois de 2017 interviennent, quel est le point de départ de la computation du délai? C'est le point de départ est celui de la promulgation de ces lois. Parce que les lois nous sont Monsieur Ono, s'il vous plaît, posez la question. Vous ne pouvez pas à la fois poser la question et apporter la réponse. Nous avons des contraintes de temps. Allez droit au but. Est-ce que vous avez une question? Vous la posez et monsieur Ateba vous répondra. Je n'ai pas une question, j'ai un commentaire. Je n'ai pas de question en fait. J'avais une opinion divergente et j'aurais voulu la partager avec l'intervenant. Je ne sais pas si c'est admis. Si ce n'est pas admis, je m'en excuse dès à présent. Malheureusement, ce ne sera pas possible dans le contexte actuel compte tenu de nos contraintes logistiques et les contraintes de temps. Mais nous aurons une autre occasion de pouvoir aborder ces questions-là dans plus de détails. Ben, je vous remercie, monsieur Ono. Monsieur Siomé Téné. Monsieur Téné, s'il vous plaît. Monsieur Téné. Sir, merci, bonjour. Votre question, monsieur Téné. Oui, j'aimerais remercier le cabinet Obif Consulting Solutions et le professeur Vivian Nonda Biwele ainsi que le docteur Ateba Eyon pour les éclairages, les éclaircissements. J'aimerais poser une question à l'endroit du professeur Vivian Nonda Biwele. Professeur, j'aimerais savoir comment comprendre et analyser l'absence de la SNH dans les divers rapports produits par la Commission technique de réhabilitation des entreprises, qui est l'aspect organique du ministère des Finances chargé justement de l'évaluation des performances des entreprises et établissements publics. Parce que nous avons parcouru les différents rapports produits jusqu'ici par la CTR et sauf erreur de notre part, nous ne voyons pas, nous avons constaté l'absence de la SNH de ces rapports-là. Comment comprendre cette absence de la SNH, entreprise publique, au sein de ces rapports-là? Merci. Ben, merci, M. Téné. Il me semble que la question aurait dû être adressée à la CTR si elle était dans le panel. Mais tout à l'heure, le professeur Biolé tentera une réponse, mais la question est essentiellement adressée à la CTR. Alors, nous allons à ce stade passer au troisième intervenant, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui, en tant que praticien,
va partager avec nous son expérience de la mise en œuvre de la réforme relative aux entreprises publiques au Cameroun. Monsieur Mekoulou, the floor is yours. Merci beaucoup. Je crois que le débat est très intéressant. On aurait pu l'aborder sur plusieurs heures. Néanmoins, je crois que ce n'est qu'un début. Si on aurait d'y prendre part. Compte tenu du temps, je vais essayer d'aller assez vite pour que le maximum de temps soit préservé à la discussion, telle qui s'annonce assez animée, tel que je le vois déjà. Alors, sur l'effectivité de la réforme, je vais mentionner l'astuce numéro 1 du professeur Ondoa qui parle de la disponibilité tardive des principaux textes de la réforme. Alors, je voudrais préciser seulement qu'en ce qui concerne la CNPS, nous avons été parmi les toutes premières entités à faire signer nos nouveaux textes, c'est-à-dire en 2018. En ce qui nous concerne, donc, il n'y a pas eu de retard. Mais je pourrais dire que l'arrimage ou le non-arrimage des entités publiques au texte de base peut être dû à une forme, certes, une forme de résistance sourde de celle-ci au nouveau texte, notamment en ce qui concerne les nouveaux critères de rémunération des dirigeants, parce que malheureusement, les nouveaux textes pour certaines entreprises ont consacré une baisse parfois très importante des salaires, de la rémunération des dirigeants. Ça peut poser un problème juridique et on peut comprendre de ce point de vue-là qu'il y a une espèce de résistance à s'arrimer au nouveau texte compte tenu de ces conséquences-là. Ce n'est qu'une interprétation. Et je pourrais dire que cette réticence, qui n'est pas assortie de sanctions, aurait néanmoins pu être évitée en réglant cette question, précisément la rémunération des dirigeants, en conformité, pour m'inspirer de certains juristes, avec les principes généraux du droit et de l'équité, notamment en préservant les droits acquis salariaux des dirigeants en poste ou alors en les nommant à d'autres entités. Il est difficile pour un dirigeant qui gagnait 1000 francs à l'avènement du nouveau texte qu'on lui dise qu'il gagne désormais 500 francs. Certes, ça correspond à la catégorisation qui a été fixée par la loi. La loi, c'est la loi, mais au plan individuel, c'est assez difficile pour ces personnes-là. En ce qui concerne l'astuce numéro 2, la lente disponibilité des outils de gestion exigés par la réforme, c'est-à-dire le plan stratégique, le budget programme, le règlement intérieur du conseil d'administration, l'achat de l'administrateur, la fonction d'audit et de contrôle de gestion. Là aussi, en ce qui concerne la CNPS, nous avons été assez pionniers. Et je crois même que le texte était inspiré de notre pratique en la matière. Mais en général, on peut dire outre les compétences indispensables à l'élaboration et la mise en place de ces outils qu'on vient d'avoir pour que ce soit effectif et efficace, une vision claire des missions et objectifs de l'entité. Si on n'a pas de vision claire des missions et des objectifs assignés à l'entité, cela va être difficile d'utiliser, sinon de mettre en place ces outils. Ensuite, je crois savoir qu'il faut la ferme volonté des dirigeants en matière de transparence et de conformité dans les pratiques de gestion. Ce n'est pas toujours, malheureusement, la chose la plus partagée. Enfin, il faut un engagement total de ces dirigeants et naturellement des instances de supervision à rechercher les résultats escomptés ou fixés. Je pourrais aborder à nouveau cette question plus loin. L'astuce numéro 3 du professeur Biolet parle de la question des incompatibilités. Bon, je dirais simplement ici que la décision ne relève pas de la gestion, mais d'autres instances.
hein, pour simplifier la chose. Mais on peut relever que les incompatibilités de cette nature existent ou sont approuvées, acceptées par OHADA sans que cela entraîne des dégâts particuliers dans la gestion, par exemple, des entreprises privées. Est-ce que cela est lié à la performance? Est-ce que cela est lié à un désir de distribution des fonctions, des postes? Cela reste à discuter. La deuxième problématique porte sur l'efficacité de la réforme elle-même. Et l'astuce numéro 4 du professeur évoque la difficile question de la qualité des ressources humaines au sein des organes sociaux, hein, notamment dans la qualité d'administrateur. Je voulais dire aussi que pour moi, s'il peut toujours être utile d'avoir les meilleures ressources humaines, il ne faut pas cracher dessus au sein d'un conseil d'administration et a fortiori dans une direction générale, il y a bien lieu de considérer qu'il s'agit d'une difficulté non pas liée au caractère discrétionnaire de la nomination. Et comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement au regard des pouvoirs constitutionnels du président de la République dans le fonctionnement des institutions et son autorité en matière de nomination, mais cela est lié surtout, me semble-t-il, à l'implication et au sérieux que les membres de ces conseils accordent eux-mêmes à l'exercice de leurs responsabilités. Tout repose là-dessus. La totalité, d'ailleurs on observe que la totalité des conseils d'administration sont constitués de hauts cadres représentant divers départements ministériels ou des organismes indépendants. Vous avez aussi la présence des commissaires aux comptes qui apportent toute leur expertise et leur avis compétent au Conseil. La question n'est donc pas d'avoir des administrateurs formés ou préparés ou listés à cela. Il ne faudrait donc pas succomber à la tentation, pour moi illusoire, de vouloir définir un profil académique ou technique des membres du Conseil. Le conseil d'administration reste une instance, j'ai failli dire, de débat démocratique sur les résultats, sur les performances, sur le fonctionnement d'une institution. On n'a pas besoin que des financiers, de ceux qui savent lire des états financiers. Là. On en a besoin. Là, j'ai dit pas que, monsieur, pas que. On a besoin simplement du bon sens. Être capable de comprendre ce qu'on vous explique, ce qu'on vous présente. La direction générale présente un rapport que tout le monde peut comprendre. Le commissaire aux comptes fait un contrôle et présente ses observations, ses avis que tout le monde peut comprendre. Il y a d'autres divers rapports qui sont présentés que tout le monde peut comprendre dès lors qu'on a un niveau suffisant. Je le répète, les conseils d'administration sont composés de hauts cadres, que ce soit de l'administration, que ce soit des organismes indépendants, le JICAM, les syndicats, diverses organisations qui ne pourraient être soupçonnées d'abriter des incompétents. Donc, je répète, membre du comité d'administration ne saurait être équivalent à personne sachant lire les états financiers. Il y a beaucoup d'autres aspects liés à la gestion, les missions d'un organisme, les ressources humaines, les risques, etc., les relations avec l'environnement, les parties prenantes, les relations, les résultats avec les cibles, les personnes cibles, pour la CNPS par exemple, les assurés sociaux, c'est tout cela qui doit constituer le conseil d'administration. Et je pourrais dire, donc, tout compte fait, que c'est dans les résultats que tout le monde peut apprécier, que l'on peut voir la qualité des dirigeants sociaux, et non a priori. D'où l'intérêt d'avoir une instance d'évaluation
ou d'appréciation, comme je le dirais plus loin, doter là des ressources humaines de qualité indiscutable et de bonne moralité. J'en viens à l'astuce numéro 5 qui porte sur la question de l'évaluation des dirigeants et la performance des entités publiques qui ne serait pas clarifiée. Je dis donc à cet égard qu'il convient pour les besoins didactiques simplement et de compréhension fondamentale. Je ne vais pas inventer des concepts, mais je les mets en avant pour que l'on comprenne très bien la distinction de ce qu'on peut appeler appréciation des dirigeants et de ce qu'on peut appeler évaluation des dirigeants. C'est moi qui les nomme ici. Et je le définis comment? Pour moi, l'évaluation est annuelle ou par mandature. Elle porte sur la gestion du directeur général. La gestion. Et c'est le conseil d'administration qui est préposé à l'évaluation de la direction générale. Alors, vouloir superposer d'autres organes d'évaluation, pour moi, est superfétatoire. Il y a un organe qui est censé évaluer la direction générale. Par ailleurs, il y a un organe censé évaluer le conseil d'administration. Ça s'appelle l'Assemblée générale ou la tutelle. Voilà des organes légaux et disposant de tous les pouvoirs pour évaluer l'un, le directeur général, l'autre, le conseil d'administration. Toute autre évaluation, en tout cas qui serait à laquelle on voudrait apporter des éléments supplémentaires, serait à mon avis redondant et peut-être parfois une disposition inopportune. Par contre, l'appréciation globale, celle-là ou politique, c'est-à-dire en rapport avec les missions de l'entité, ses interactions avec son environnement socio-économique, est nécessaire et ne relève ni du conseil d'administration, ni, en tout cas pour une part, de la tutelle. Cette appréciation devrait donc s'exercer aussi souvent que possible, chaque fois, en tout cas, que l'environnement évolue ou subit des soubresauts induits ou impactant l'entité considérée. Cette appréciation que je qualifie de politique nécessaire peut comprendre d'ailleurs la modification éventuelle des missions, la composition des organes sociaux, voire même la suppression pure et simple de l'entité. S'il apparaît que son existence n'apporte plus de valeur ajoutée à la société, ou détruit la valeur, ou alors pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Parce que ne l'oublions pas, une entité est créée pour régler des problèmes. Si on se rend compte qu'une entité ne peut plus régler ces problèmes, en tout cas de manière efficiente, ou alors pose plus de problèmes qu'elle n'en résout, alors on peut apprécier l'opportunité de son existence ou non. Et je répète que cette appréciation doit être régulière. Et c'est peut-être cela qui nous manque dans notre architecture. C'est peut-être ce qui nous manque et qui fait que chaque organisme voudrait revendiquer l'évaluation publique sans que cela apporte nécessairement la valeur acceptée, alors que là, il y a un domaine qui est libre, enfin libre, pas en tant que pas libre de personnes capables de le faire, mais qu'on n'exploite pas suffisamment. Et je dis ici qu'il convient de noter que la mutualisation des moyens des entités publiques, le professeur l'a évoqué, lorsqu'il parlait de la surliquidité de certaines entreprises et la moins liquidité d'autres, pour moi, n'est pas juridiquement faisable parce que tout simplement, les entreprises, les entités sont autonomes, ni même socialement acceptable parce que chacun doit pouvoir compter sur ses efforts de gestion.
ou alors l'appui direct de l'État lorsque c'est nécessaire. Il ne faut pas qu'on en arrive à une forme de communisation qui découragerait les efforts de certains au profit des moins performants, qui deviendraient par le fait même des rentiers de la performance des autres. Par contre, il est absolument impératif de bien définir la notion de performance, qui ne saurait, à mon avis, se résumer aux gains financiers. Parce que lorsqu'on parle de performance des entreprises au Cameroun, y compris, je l'ai souvent vu dans les rapports de certains organes, de certains services préposés à cela, on ne parle que des résultats financiers. Non, une entreprise, une entité publique, un établissement public n'a pas que vocation à les gains financiers. Elle a d'abord une mission qui peut être sociale, mais qui peut être financière aussi ou comporter un aspect financier. Donc, il faut définir absolument la notion de performance des entités publiques. Cela est fondamental. Sinon, tout ce qu'on évoquerait comme évaluation ou appréciation serait de vaines conceptions ou procéderait d'une forme d'agitation ou d'activisme, je dirais, pardonnez-moi le mot, bureaucrato-administratif. Si complément au texte 2017-2019 devrait y avoir, à mon avis, ce serait d'abord à ce niveau. On doit bien accepter donc qu'il existe des entités publiques qui n'ont pas vocation à gagner de l'argent, mais qui remplissent une mission de service aux populations. Dans ce cas, il appartient à l'État de les subventionner par l'impôt ou des taxes parafiscales. On doit donc admettre que l'État puisse subventionner certaines entités publiques. Donc, la subvention n'est pas un critère d'appréciation de la performance d'une entité publique. Loin s'en faut. D'où donc la nécessité de fixer et clarifier périodiquement entre l'État et ses entités, selon les principes de parenté et de responsabilité, les éléments de performance. La troisième problématique porte sur la gestion stratégique du portefeuille de l'État. Et la suite, c'est la gestion stratégique du portefeuille de l'État qui serait peu claire et pas actualisée. Je pense qu'il serait souhaitable, en effet, avant toutes autres considérations, et naturellement sans préjudice de leur utilité ou pertinence, de refaire le recensement et l'appréciation, la géographie, la consistance du portefeuille de l'État. Ceci aurait la vertu de permettre à l'État donc de focaliser ses moyens qui sont limités, comme on le sait, sur les entités publiques à valeur sociale ou économique avérée, sans duplication, ni avec d'autres entités publiques, ni encore moins avec des entités privées qui seraient dans la même configuration, en tenant compte, bien sûr, des impératifs sociaux déterminés par l'État. C'est l'État qui dit ce qui est important pour lui et les populations qu'il gère. La quatrième problématique porte sur le flou qu'il y aurait dans le pilotage de la réforme. Et l'astuce 7, c'est la question de la cohérence dans le pilotage de la réforme. Je dirais que la création d'un organisme unique chargé d'initier, examiner et élaborer les propositions en vue de la modernisation de l'État dans toutes ses composantes et ses procédures est souhaitable. Au lieu d'en avoir de multiples, chacune revendiquant la totalité de la question. Pour remplir cette attente, cette entité-là devrait avoir des missions et objectifs clairs et périodiquement évalués. Elle ne pourrait pas relever d'une structure interne à un département ministériel. Pour moi, ce serait faire fausse route, mais surtout posséder à tous les niveaux de ses composantes des ressources humaines compétentes et de bonne moralité. C'est fondamental, compétentes et de bonne moralité. Toutefois, il est bon, à mon avis, de noter que la réforme n'est pas un but en soi.
La réforme est un moyen d'adaptation et de performance, toute conception autre liée notamment à des positionnements qui pourraient être personnels ou des avantages de système, pour moi, donc, reste peu recommandable. La cinquième problématique porte sur la cohabitation des logiques marchandes et bureaucratiques. Et l'astuce 8, c'est le sort des outils de gouvernance dans un environnement fortement bureaucratisé. Je suis le premier pourfendeur de la bureaucratie. On a pu observer que les organes de contrôle institués, et paradoxalement, ça s'adresse à nos amis universitaires, une grande partie de l'intelligentsia académique et professionnelle semble accorder une place visiblement démesurée à la forme ou aux procédures administratives plutôt qu'à la recherche ou à l'atteinte des résultats escomptés ou à la qualité de service attendue par les populations. C'est ça le cœur de la gestion publique. La gestion publique, c'est la satisfaction des besoins des populations. Ce n'est pas le respect de telle ou telle procédure, ça peut être important, mais c'est secondaire. Et parfois même, ça peut être nuisible à l'atteinte des objectifs que vise l'État, qui pour moi sont supérieurs. L'atteinte des résultats. Et c'est cela qui devrait retenir l'attention des débats. Moins en tout cas, beaucoup moins, beaucoup plus que ce que j'observe dans les débats animés sur la forme, les mandats et autres. Et c'est ce que moi j'appelle le paradoxe du vent. C'est un mot que vous allez me pardonner, le paradoxe du vent, où les dirigeants seraient conspués, voire stigmatisés pour avoir violé une règle de pure forme, quitte à présenter des résultats positifs et appréciables. Tandis que c'est pas général, c'est des cas particuliers que j'évoque. Tandis donc que les conformistes passifs manqueraient patte blanche et même seraient montrés en exemple. En somme, le vent ici soufflerait dans un sens contraire à la direction recherchée par les navigateurs. Je dirais, pour ma part et pour la modeste expérience que je peux revendiquer, que le simple aménagement et la simplification réelle, mais alors réelle des procédures, pas seulement proclamées, mais réelles, permet de réaliser des économies budgétaires plus que substantielles. Plus que substantielles, qui peuvent se chiffrer, j'ai pu vraiment le certifier, à des milliards d'économies par un simple jeu de simplification des procédures. Je ne vais pas donner des exemples précis, vous les connaissez, mais moi, je les ai pratiqués et je les observe dans beaucoup de nos administrations. La sixième problématique porte sur l'implication des logiques politiques dans les enjeux de la performance. La 6.9, c'est l'entorse aux dispositions légales. Alors, j'évoque la question, on a évoqué la question de l'enracinement des dirigeants, la durée des mandats. Je ne reviens pas sur le débat. Je suis de ceux qui pensent que, d'abord, ce n'est pas une question qui détermine les performances d'une entreprise. Ça ne devrait pas nous prendre plus de temps que ça. Ce que nous recherchons, c'est la performance. J'ai même lu dans certains rapports, y compris publics, des gens mettent un accent sur cette question comme si elle avait plus d'importance que ça. Encore que, juridiquement, pour parler de droit, je suis de l'avis du dernier intervenant qui disait que les lois ne remettent pas en cause ou ne devraient pas remettre en cause donc, le principe de leur rétroactivité. Les lois ne rétroagissent pas, sauf si elles disposent particulièrement. Monsieur le directeur général, vous avez encore 2 minutes, s'il vous plaît. Bon, je conclus. De toute façon, je voulais seulement dire que la question des mandats n'est pas importante. Et si on lui accorde une certaine importance,
eh bien, la position juridique que je défends est celle de la remise à zéro des mandats. Non pas que je sois concerné, mais c'est la logique juridique qui a toujours été défendue. Donc, pour les instructions présidentielles qui entraveraient la gestion, non, les instructions présidentielles ne peuvent pas entraver la gestion. Elles procèdent de l'adaptabilité, la nécessaire adaptabilité des textes, en attendant l'aboutissement d'une procédure légale telle qu'on sait qui peut prendre parfois beaucoup de temps. Donc, le président de la République peut intervenir pour aménager certaines dispositions en attendant qu'elles soient consacrées par des textes à venir. Il en est de même pour les questions d'équilibre régional, de genre de handicap, qui pour moi sont très compliquées. On ne peut pas en décider de cette manière. Il faut un grand débat d'abord pour les redéfinir. Je prends un exemple. Tout le monde se jette. Très rapidement, s'il vous plaît. Se jette sur la politique du genre. Tout le monde, que faisant, semble comprendre la politique du genre pour l'égalité homme-femme. Mais je dois rappeler que ce n'est pas la définition que lui donnent certains instruments internationaux qui se réfèrent plutôt à l'orientation sexuelle. Et cette fois-là, il serait en contradiction avec nos lois internes. Donc, nous devons savoir ce que nous mettons dans les mots que nous utilisons. Enfin, je conclue vraiment sur le genre de redéfinir la relation tutélaire. Pour moi, la fonction de la tutelle est très bien définie dans les textes. Ce qui importe le plus, c'est que les gens assument leurs responsabilités de la manière la plus sérieuse. Pardonnez-moi d'avoir été long et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, Monsieur le directeur général. Vous avez été long, mais c'était captivant. Nous avions besoin de cette lecture, de cette revue des 10 astuces ou des 10 problématiques à l'aune de la pratique. La performance, vous avez évoqué la notion de performance qui ne devrait pas être liée uniquement aux gains financiers. Et à ce sujet, je voudrais ici passer la parole au président du GICAM, parce que quelque part, les entreprises publiques ont cet impact-là sur le développement du secteur privé, notamment cet aspect de performance financière, notamment en ce qui concerne les questions de performance financière qui peuvent, à certains égards, pervertir les missions de service public de certaines entreprises du secteur public. Donc, je vois M. Célestin Tawamba qui est à l'écran. Monsieur le Président, nous souhaiterions, les intervenants, les participants, souhaiteraient écouter la réaction du secteur privé et du patronat particulièrement sur les questions qui viennent d'être abordées. Bien, je vous remercie. J'ai suivi avec attention, enfin, quand j'y avais attention, je dépendais un peu de la qualité du service public qui nous est offert par le réseau, puisqu'on parle des entreprises publiques. Je peux vous dire que la connexion était pitoyable, donc c'est déjà vous montrer la qualité du service public qui nous est offert. Je peux commencer déjà par là, par évaluer ce service public-là, qui est regrettable, qui, sur le plan de l'entreprise, des entreprises et même des populations, est un facteur de non-compétitivité très important. Donc, c'est un sujet, il est difficile en quelques minutes de vous donner le point de vue du patronat, pour lequel, de toute manière, dans d'autres circonstances, on a eu à le faire. Mais je voudrais faire juste quelques observations avant de répondre rapidement à votre question. Déjà, je vais essayer d'associer les deux présentations des experts, le professeur et le docteur, qui, en les écoutant, je vous dis tout de suite que moi, j'étais perdu. J'étais perdu. C'est beaucoup de textes, finalement. La loi de 2017, sa mise en œuvre, qui a beaucoup de difficultés. C'est appliqué à la tête, je dirais, pas du client. En général, je parle du client, mais plutôt à la tête du fonctionnaire. Et je vois qu'on arrive, on passe outre
les décrets, les arrêtés, mais il y a des circulaires. Alors, je ne sais pas quelle est la force d'une circulaire pour mettre en œuvre une loi. Bon, vraiment, on a vraiment l'impression qu'on nous a forcé la main pour mettre en place cette nouvelle loi qui, comme a dit le docteur Ateba, finalement, c'est plus ou moins une autre loi de 1999 à quelque chose près. Mais je pense que lorsqu'on fait une loi, c'est pour changer fondamentalement quelque chose. Mais est-ce que, dans le fond, aujourd'hui, on peut dire que les choses ont changé dans la gouvernance, dans la performance des entreprises? Humblement, je ne pense pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en ce qui concerne la présentation de mon grand frère, le directeur de la CNPS, je ne veux pas venir ici étaler nos divergences ou non. C'est quelqu'un que je respecte, pour lequel j'ai beaucoup de respect, et ça, il le sait, pour sa personne, pour sa compétence, pour ses qualités. Mais j'étais très, très embêté. J'ai failli sauter sur mon plafond, au plafond quand il a dit son appréciation des administrateurs. Ça m'effraie. Il dit que les administrateurs ne doivent être en commun que des gens qui ont du bon sens et que la formation n'est pas nécessaire. Alors là, ça me fait extrêmement peur. C'est peut-être ce qui justifie le fait qu'on a effectivement des administrateurs qui viennent se balader dans les conseils et que finalement, ils sont là pour applaudir. Non. Je pense que les administrateurs ont besoin d'être formés. Ils ont peut-être des formations variées, mais ils ont besoin, d'ailleurs, le GICAM est en train de vouloir créer, je ne veux rien préempter, mettre en place un institut de formation des administrateurs parce qu'ils ont besoin de comprendre. Voilà. Donc, il ne s'agit pas seulement de venir applaudir, de venir dire c'est bien ou c'est mauvais. Non, je crois qu'il y a besoin d'être plus constructif. Et maintenant, vous avez parlé de la performance, la question à laquelle vous m'avez posé. Si le regard des entreprises aujourd'hui est juré de toute personne, si on pose la question à toute personne, et puis d'ailleurs, autre chose sur laquelle j'étais d'accord avec le DG, je me permets de revenir dessus, le DG de la CNPS, c'est sur son appréciation, la notion de performance. Ça, je pense que là-dessus, je n'ai rien à dire. Je crois que lui, moi, là, je suis tout à fait d'accord avec lui de sa notion de performance qu'on peut attendre d'une entreprise. Il ne s'agit pas simplement du résultat. Et effectivement, les entreprises aujourd'hui, publiques, on voit des entreprises qui devraient plutôt avoir un rôle de service public, améliorer leur compétitivité, permettre aux entreprises d'être plus compétitives, mais elles sont là pour faire des bénéfices au point d'en fêter. Je ne vais pas en citer, de clamer du fait qu'ils ont fait des bénéfices. Pourtant, elles sont un poids économique pour les entreprises. Donc, il y a donc lieu de définir le véritable rôle, les véritables objectifs des entreprises publiques, parce qu'il y a un service public, et puis, naturellement, avoir des entreprises qui ont une activité un peu de rente, pour lequel le résultat, c'est facile à voir, plus ou moins, même si la gouvernance permet d'améliorer ce résultat-là. Donc, du regard maintenant du patronat, et puis certainement de certaines populations, avec beaucoup de faiblesse, naturellement. Je ne peux pas, c'est toujours très facile de juger les autres, mais souffrez que nous donnons l'appréciation de ce que nous voyons. Donc, je vous dis seulement de la fenêtre dans laquelle je suis. Les entreprises publiques aujourd'hui, et quand on prend au regard de l'évaluation qui est faite du FMI, il y a un problème dans la gouvernance, dans l'opacité, dans l'analyse des performances, et c'est donc un coût économique. Ça coûte cher aux entreprises, ça coûte cher à l'État. Aujourd'hui, le financement, l'organisation, la gouvernance des entreprises qu'il faut, et d'ailleurs, il y a des recommandations qui ont été faites par le FMI, si je dois m'en tenir à cela. Donc, je ne veux pas revenir dessus, je préfère que les gens, je renvoie les gens à cela. Donc, aujourd'hui, quand on voit la dette totale des entreprises publiques, c'est près de 2 000 milliards de francs CFA. Donc, seulement environ 9, je crois 50 entreprises représentent presque 850 milliards de francs CFA de dette. Donc, vous comprenez que si les entreprises publiques sont endettées et que l'impôt permet de subventionner une bonne partie, et que derrière, il y a un problème de performance, d'analyse de performance du rôle de ces entreprises, naturellement, l'impôt que les entreprises payent
va continuer d'augmenter parce que derrière, il faut soutenir ces entreprises sans qu'on ait un regard véritablement sur la performance, le bien fondement des entreprises. Et il me souvient que je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un technicien de droit, un spécialiste, mais sauf erreur de ma part, les entreprises publiques sont régies également par les textes LOADA. Et il me souvient que les textes LOADA, notamment sur le plan comptable et financier, si on fait une analyse de la performance financière d'un certain nombre d'indicateurs financiers des entreprises publiques, il y a beaucoup d'entreprises qui devraient être fermées, qu'on devrait fermer parce qu'il y a non plus une rentabilité financière, il faudrait fermer. Donc, l'État continue de les soutenir sans que finalement il y ait une lecture très claire du rôle, du but. Est-ce que des entreprises dont le but est social, à ce moment, comme a dit le DG du CNPS, il faut les maintenir parce qu'elles ont un but social et on évalue aussi, il y a un problème d'évaluation. Donc, sur ce côté-là, je pense que, et puis la CTR également, évalue et montre qu'en dehors du FMI, il y a également la CTR qui évalue la dette de ces entreprises-là et montre qu'il y a un problème de l'endettement de ces entreprises-là. Donc, je dirais simplement que la réforme de 2017 a du mal à être mise en œuvre. Il n'y a pas un véritable changement avec la loi de 99. Comme a dit effectivement le DG, il y a une question de personne, de gouvernance, mais on a vraiment l'impression que la difficulté de la mise en œuvre de la loi de la loi de 2017 arrange tout le monde. Il faut donc rester dans ce statu quo-là parce que ça arrange certaines personnes. Donc, et puis, on se demande, on souhaiterait que les entreprises publiques aient une véritable, soit un peu plus business-oriented. Donc, derrière, aujourd'hui, on a l'impression que, voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui ont plutôt une orientation, je veux dire, de rente, qui cherchent à avoir la force publique, à avoir la pression publique, mais derrière, le but, le rôle, la performance et l'impact économique et social n'est véritablement pas évolué. Au lieu d'être un outil de compétitivité, ça devient un poids économique, un poids social, non seulement pour l'État, mais pour les populations. Voilà, je vous remercie. Merci. C'est nous qui vous remercions, Monsieur le Président. Compte tenu Pour les ROCAD, comme on le voit, des représentants des organismes indépendants, comme on le voit, lui-même est administrateur, c'est une bonne chose à la CNPS. Il n'a pas été formé à la CNPS à être administrateur, mais il a le niveau suffisant pour comprendre la gestion. Mais on n'a pas besoin d'être expert financier. En fait, c'est ça que je voulais dire. On n'a pas besoin d'être expert financier pour siéger au conseil d'administration. On a un bon background, une bonne formation de base, puis on se forme, on lit, on a du bon sens. Et c'est ça qui détermine les performances du conseil d'administration. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur général. Bon maintenant. C'est nous qui vous remercions, Monsieur le Directeur général, de votre disponibilité. Nous allons donner l'opportunité à quelques participants de poser 2 ou 3 questions. Je vois quelques mains levées. Monsieur Babissa, s'il vous plaît, très rapidement. Ok. Merci de me donner la parole. Effectivement, comme tout le monde a dit, je suis d'abord très ravi de faire partie d'un tel panel avec de ces grands éminences, professeurs et docteurs. Et pour aller très vite, ma question, j'ai 3 questions très simples très rapidement, monsieur Babissa. Auxquelles je m'adresse au professeur, au professeur Viviane Biwele et au docteur Ateba. Ma première question, effectivement, porte sur quelle est vraiment la véritable valeur ou la véritable force juridique du décret, particulièrement des décrets qui n'ont les DG. Est-ce que ces DG ne se cantonnerait pas sur le fait que les décrets sont discrétionnaires et s'attacherait sur ça pour dire que, s'attacherait sur ça sur leur mandat?
quelle est la véritable force des décrets qui nomment les DG? Est-ce que ces décrets... La seconde question, M. M. Padissa. Nommés sur résolution du conseil d'administration? Oui, la seconde question, effectivement, porte véritablement tout à... Oui, la seconde question, effectivement, porte sur, porte sur les textes. Tout le monde a remarqué, il y a un arsenal de textes juridiques sur la gestion des entreprises, les lois. Qu'est-ce qui prime vraiment? Qu'est-ce qu'il faudrait donc faire entre les textes spéciaux, les textes généraux? Qu'est-ce qu'il faudrait véritablement faire quand on se trouve confronté entre un texte, une loi fondamentale, un texte spécial? Et comment on s'en sortit? Parfois, on se retrouve avec des conflits de textes ou encore des conflits d'articles. Qu'est-ce qu'il faudrait véritablement faire dans ce cas? Et la dernière question, vous en aviez trois. Gestion des entreprises. Et la dernière, effectivement, porte, oui, la dernière, effectivement, porte sur est-ce que, effectivement, que si le professeur Viviane pourrait effectivement nous dire davantage sur ces textes qui viennent, à mon avis, que je pense qu'ils viennent lier les mains des DG au vu des compétences très élargies du conseil d'administration. Merci. Merci, M. Padissa. Je voudrais à ce stade de notre discussion demander au professeur Biolay, qui a été interpellé à la suite du professeur Biolay, docteur Ateba devrait également réagir à une ou deux questions qui lui ont été posées. Très rapidement, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, je vais laisser à mon collègue Ateba la question de la force du décret. Ce que je vais simplement en dire, c'est qu'en gestion, tout au moins, le décret vous donne une légitimité pour agir au nom de la structure. Donc, il y a une responsabilité qui est encadrée par la loi qui vous donne la possibilité d'agir au nom, justement, de l'institution. Et à ce sujet, en gestion, tout au moins, il vous est demandé d'assumer les responsabilités, atteindre les résultats qui sont attendus de vous. Donc, de ce point de vue, il ne saurait exister de gestionnaire sans désignation, ici le décret. Donc, ce qui matérialise la présence d'un gestionnaire, c'est d'abord le décret. Maintenant, il faut dire que dans les textes, il est clairement dit que vous êtes désigné par le président de la République, c'est un acte discrétionnaire, mais il y a également des dispositions qui précisent que cette nomination est encadrée par votre compétence. On fait l'hypothèse que le président de la République est seul à en juger, mais toujours est-il que la loi également insiste sur la compétence. Donc, de ce point de vue, il y a une force importante. Donc, on ne peut pas se lever pour dire qu'on est diligent sans avoir le décret. La deuxième chose qu'on peut dire en ce qui concerne l'ensemble des textes, mon collègue va certainement venir sur la hiérarchie des normes, mais je pense que de ce point de vue également, il y a un ordre qui est connu, même si on peut observer effectivement qu'il y a des circulaires et des lettres, on peut le dire ainsi, qui, à un moment donné, dans la pratique, mettent entre parenthèses certaines dispositions de la loi. C'est un débat qu'on peut avoir, un débat pratique, mais au plan juridique, apparemment, il n'y aurait pas de débat. Donc, je vais laisser mon collègue se prononcer sur la question. Merci. Je suis intelligible. Je remercie M. Padissa pour ces questions qui sont très liées à la fois celles sur la valeur juridique des décrets de nomination, la question de savoir que faut-il faire entre spécial général et TCA sont des questions qui expriment avant tout un embarras. Il n'est pas nécessaire dans une leçon de théorie du droit, on n'en a pas le temps, notamment à l'heure infra-législative, c'est-à-dire que pour aller droit à la pensée de M. Padissa, l'autorité investie du pouvoir de nomination terrestre est conformée à la loi. Ce qu'on va appeler le pouvoir discrétionnaire, c'est la marge d'appréciation que la loi va réserver à cette autorité-là dans la production de son acte de nomination. Moins les décrets, moins les critères sont précisés par la loi, plus c'est le champ d'appréciation de la dite autorité sans que la hiérarchie entre la loi et le décret n'en ait été affectée. D'un côté. De l'autre côté, le point peut-être le plus intéressant parce qu'il permet de réouvrir une petite parenthèse rapide sur la discussion concernant la question des mandats, de leur déchéance, de leur renouvellement, de leur ministère. Alors, disons que du point de vue technique, je voudrais d'abord indiquer en passant que la problématique du conflit de loi dans le temps
est l'une des plus complexes en théorie juridique et même les juristes ne s'accordent pas toujours là-dessus. On n'a malheureusement pas le temps d'approfondir tous les aspects et d'arriver vite à l'essentiel. Concrètement, du point de vue théorique, le problème de ces mandats est un problème de conflit entre guillemets entre la loi nouvelle de 2017 qui doit s'appliquer, la loi de 1999 qui n'est plus applicable, qui a été abrogée, mais dont certains effets continuent encore au moment où la loi de 2017 entre en vigueur. La question est comment le docteur Ateba a quelques problèmes de connexion. En attendant qu'il se reconnecte, oui, c'est fait. Docteur Ateba, très rapidement, s'il vous plaît. Merci, monsieur le modérateur. Donc, je concluais en disant que dans cette gestion de la transition entre un texte nouveau qui approche un texte ancien dont les effets perdurent, il y a deux manières d'aborder le problème. Ces difficultés sont inévitables dans le cadre d'un droit qui évolue. Il y a des principes théoriques qui permettent de résoudre ces questions qu'on appelle des principes de résolution des antinomies. Il y a le principe hiérarchique, il y a le principe chronologique, le texte postérieur à primer, et il y a le principe de spécialité entre deux textes de même valeur, pour appliquer le critère et qui ne portent pas sur la même matière. Le critère chronologique ne s'applique donc pas, on va faire primer le critère de spécialité. Maintenant, au-delà de ces critères théoriques, un autre moyen simple, entre guillemets, la réalité n'est jamais très simple du point de vue juridique, permettant d'adresser ces problématiques, c'est d'améliorer la technique d'écriture des dispositions transitoires dans nos textes législatifs et réglementaires, de sortir des poncifs et des formules toutes faites pour, au cas par cas, autant que possible, parce qu'il y a aussi les limites de la rationalité humaine, d'envisager les différents scénarios d'évolution du droit au regard de la perturbation, entre guillemets, provoquée par la loi nouvelle et de statuer par disposition explicite et expresse dans la loi nouvelle sur le sort des effets de la loi ancienne qui a été abrogée et que l'on souhaite voir survivre à cette abrogation pendant un certain temps. Pour être très concret, on aurait pu régler la question des mandats des gens qui ont été acquis en 1999 et étaient encore en cours au moment de la loi de 2017 survient. On aurait pu régler cette question par une disposition expresse dans chacune des lois 2016, 2011 sur un moyen simple et rapide d'éviter les conjectures, les querelles d'intervention qui parfois ne le sont tout à fait et traduisent simplement. Merci, merci docteur Ateba. On avait annoncé au début de ce séminaire la présence du président de la CTR. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Nous aurions souhaité l'entendre sur un certain nombre de questions qui ont été évoquées. Est-ce le président de la CTR serait dans la salle? Sinon, en attendant éventuellement que nous ayons une intervention de la CTR, je voudrais rappeler que nous avons largement épuisé le temps qui nous était imparti. Nous allons prendre peut-être une dernière question, mais avant de prendre une question en ligne, je voudrais relever, il y a une question de M. Medouga François Xavier qui a été postée sur le fil. Je voulais lire la question. Quelle performance peut-on attendre d'un établissement public dont le texte de création reste non arrimé aux dispositions de la loi de 2017? Le cas de la CRTV est toujours considéré comme un EPIC selon son décret numéro 88-126 de janvier 1988 portant création, organisation et fonctionnement de cette structure. On me signale la présence du directeur général du budget. Monsieur le directeur général, il y a un certain nombre de préoccupations qui ont été évoquées ou bien d'autres qui sont sous-jacentes
notamment le poids des entreprises publiques sur le budget, les risques budgétaires liés au fonctionnement des entreprises publiques. Les participants souhaiteraient écouter votre réaction sur un certain nombre de questions qui ont été évoquées ou bien celles qui sont sous-jacentes. Est-ce que le directeur général du budget est toujours connecté? Sinon, en attendant que le directeur général du budget intervienne, le docteur Ateba, je ne sais pas si votre connexion vous permet de répondre à M. Menouga. Sinon, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Effectivement, la question de la marge des entités au mois de 2017 comme de s'opposer. Comme cela a été indiqué, c'est sur le selon la programmation pertinente du professeur Ondoa Biolé. Le législateur a une inspiration tout à fait utile, fixé un délai pour la mise à jour organique de l'ensemble au regard des directives du principe. Une fois de plus, un problème technique avec la connexion de Dr Ateba. Heureusement, les dieux de la technique avec ce matin, ça arrive souvent, ce type de conférence. D'un an pour l'ensemble des entités concernant la mise à jour de leur texte organique. Ces entités ne sont toujours pas arrivées. L'interprétation civile, on pourrait ajouter d'autres exemples. Le Crédit foncier, il me semble, traîne toujours à mettre à jour leur texte organique. Alors, quel problème une fois de plus, la connexion du docteur Ateba a été interrompue. En attendant que le docteur Ateba reprenne la parole, nous allons prendre une dernière question, celle de M. Chimoun. M. Chimoun, vous avez la parole très rapidement, s'il vous plaît. Merci. Étant donné que l'objectif majeur de la réforme des entreprises publiques est la recherche de la performance et la promotion d'une saine gouvernance d'entreprise, il me semble qu'une priorité de haut niveau est à accorder à la définition des objectifs de performance mesurables et réalisables. Tout à l'heure, M. Mekoulou en parlait, et je voudrais noter que dans nos pratiques habituelles, l'adoption du projet de performance annuel des entreprises publiques précède celle de leur budget. L'évaluation objective de ce projet de performance à terme, suivie des sanctions subséquentes du sommet stratégique de l'État, permettrait à l'effectivité la performance escomptée de se mettre en place au profit du développement économique du Cameroun. Quel est l'état des lieux de cette problématique, selon le professeur Biwole, s'il vous plaît? Merci. Je me suis fait comprendre. La question est directe. On souhaiterait avoir une réponse immédiate. Alors, ce qu'il faut dire également, je pense que celui qui pose la question sait très bien qu'on n'a pas un état des lieux publics, justement, de l'évaluation de la performance des entreprises publiques du point de vue des rapports de performance. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que nous avons des outils qui existent dans toutes les entreprises publiques, notamment le rapport de performance est validé par le conseil d'administration toutes les fins d'année, en joignant le conseil des comptes. J'ai envie de dire que la responsabilité du jugement de la performance des entreprises publiques revient au conseil d'administration.
Et si on s'en tient aux quitus qui sont donnés, et là, je préfère me référer à ce qui est public, on va se rendre compte que les entreprises publiques ont leur rapport validé, transmis à la tutelle et également transmis à la présidence de la République. Du moins, c'est ce qui devrait être fait. Alors, l'observation que nous avons faite au niveau du cabinet, parce que nous rédigeons ce que nous appelons des notes de conjoncture, c'est que ces rapports ou alors ces performances ne sont pas publiés dans les outils de communication, aussi bien des tutelles techniques, à ce niveau où je parle des administrations, que des entreprises publiques. Alors, il y a une plateforme parlementaire qui agrège l'ensemble des rapports d'activité, des rapports de performance. Et la dernière publication dans cette plateforme date de 2020. Si vous allez dans cette plateforme parlementaire, vous avez les rapports de performance de 2020. Alors, qu'est-ce qui apparaît dans ces rapports de performance? En fait, ce sont des documents qui sont validés par le conseil d'administration sans qu'un jugement particulier porté par la tutelle ne soit émis. Donc, c'est un ramassis, en réalité, une succession, une agrégation de rapports de performance. Chacun peut donc aller lire et se faire une opinion. On n'a pas un jugement qui est porté ni par la tutelle, ni même par l'instance suprême ici, soit le gouvernement, soit l'Assemblée nationale sur la performance de ces entreprises. Donc, pour résumer l'état des lieux actuels, vous allez dans la plateforme parlementaire qui est disponible, vous avez un ensemble de documents qui dont entre autres des rapports de performance, dernière date 2020, et puis vous pouvez aussi avoir les communiqués du conseil d'administration. Mais dans les sites web, disons les outils de communication au public, il n'y a aucune information sur la performance des entités publiques, ni dans les sites des administrations qui représentent les tutelles, ni aussi dans les sites de ces entreprises publiques. Toutefois, il y a quand même un point qui est fait par la CTR, et ça, c'est pour une cinquantaine d'entreprises, parce qu'il faut dire qu'il y en a quand même plus de 200, une cinquantaine d'entreprises, et peut-être qu'on se concentre sur les entreprises parce qu'elles doivent générer du bénéfice. Pour les établissements publics, il y a une absence d'information publique à ce sujet. Donc, une fois qu'on l'a dit, mon collègue Ateba était justement en train de plancher sur les conséquences des entreprises qui n'ont pas arrimé leur texte aux lois de 2017. Quelles sont les conséquences juridiques et éventuellement à quoi devrait-on s'en tenir? Monsieur Ateba? Non, il faut dire que les 10 textes au regard de la loi de 2007. Très bien. Le docteur Ateba. Oui, votre service public là. Oui, votre service public là. De connexion. Tout à fait. Monsieur le Président, vous avez tout à fait raison. Je pense que les problèmes que nous avons connus depuis ce matin sont une parfaite illustration de la qualité de service public qu'on pourrait attendre des entreprises et des établissements publics. Cela dit, nous avons largement épuisé le temps qui nous était imparti. Je ne voudrais pas conclure parce que les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ne peuvent pas être conclus compte tenu non seulement de la qualité de la connexion et des échanges, mais également compte tenu de du sujet, de l'ampleur du sujet, du caractère tentaculaire du sujet. Je voudrais ici interpeller les organisateurs. Peut-être faudrait-il que nous envisagions sérieusement une autre session, cette fois-là en présentiel, de manière à pouvoir aborder ce sujet avec l'expertise que nous avons aujourd'hui autour de la table qui malheureusement n'a pas pu s'exprimer. Peut-être avant de conclure, je voudrais passer la parole au professeur
Biolay, pour que, d'après les organisateurs, qu'elle nous fasse très rapidement une mise en mots sur la plateforme Ofunde. Professeur Biolay. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais en une minute rappeler aux participants ici présents que la plateforme Ofunde répond à l'adresse www.ofunde.cm. Et dans cette plateforme, actuellement, vous avez 22 formations disponibles. Vous avez des formations sur les entités publiques, l'appropriation de la loi, les rôles des acteurs et toutes les problématiques que nous avons évoquées en ce qui concerne les entreprises publiques. Vous avez également des formations en gestion des ressources humaines. Vous avez des formations en management de manière globale, conduite de réunions, communication interpersonnelle. Dans tous les cas, cette plateforme est à votre portée. Elle a été conçue pour vous, pour accompagner le management dans les entreprises publiques et surtout pas seulement les entreprises publiques et même privées, pour accompagner les dirigeants et les entreprises. Donc, je vous invite à visiter la plateforme. Et comme disait le modérateur dans son mot conclusif, nous allons certainement continuer la conversation sur d'autres formats. Vous serez informés justement du format qui sera retenu. Je voudrais remercier ici tous les participants, le président du GICAM, tous les autres qui sont restés un peu dans l'anonymat, mais qui ont présenté un intérêt ou manifesté un intérêt pour ce webinaire. Donc, rendez-vous sur la plateforme. Dans tous les cas, communiquez, formez-vous. Vous avez quelques formations gratuites qui sont à votre disposition. Et je voudrais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci pour votre présence. Monsieur le modérateur, je vous repasse la parole. Merci, professeur Biolay. Le mot de la fin sera des excuses des organisateurs compte tenu de la qualité de la connexion, les problèmes techniques que nous avons rencontrés. Tous les participants qui souhaitaient s'exprimer n'ont pas pu le faire. Nous vous en excusons, mais en même temps, nous en tirons des leçons et très certainement que nous nous retrouverons dans un autre cadre pour aborder des aspects qui n'ont pas pu être abordés ou bien pour les approfondir. Donc, cela dit, au nom des organisateurs, notamment du cabinet Interactive et du cabinet Obiv Solutions, je voudrais vous remercier de votre disponibilité et vous souhaiter un très bon après-midi.